peut-être appuyer. Ouais. C'est bon, merci Yannick. Donc bonsoir à tout le monde pour ce premier conseil municipal de l'année 2024. Donc pour celles et ceux que je n'ai pas encore vus, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux, surtout de santé et de bonheur pour l'ensemble de vos proches et à vous-même. Donc on va pouvoir commencer par l'appel. Donc Pascal Tazartez, Oui, présente. François-Xavier Rivière, Paul Perrin, Franck Audus, Catherine Châtaignier, Claude Michel, Joël Champagnac, Christian Geffray. Alors, Christian a donné pouvoir à Lionel, Zbigniew Rosipala, Marie-Armelle Blanc, Catherine Lechat, Isabelle Balusson, Céline Trébilly, je ne l'ai pas arrêté, donc absente, Lionel Auger, Véronique Guillet, Raphaël Morvan, David Retoré, Céline Veillard, Jean-Frédéric Sourdin, donc il va arriver à 20h15. Natacha Leblanc, qui a donné pouvoir à François-Xavier Rivière, Frédéric Després, Virginie Lesage, Michel Bellé, Marc Collin, Isabelle Delépine, Gaëtan Dubreuil-Jardin, Tanguy Marion et Céline Prodhomme. Voilà, et donc on accueille pour la première fois Céline, donc bienvenue, bienvenue parmi nous pour ce conseil. Alors tout d'abord, l'élection du secrétaire de séance. Natacha et Christian étant absents, qui est-ce qui veut remplir cette tâche? Est-ce que parmi vous, Pascal? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Donc Pascal Tazartez sera secrétaire de séance. Donc vous avez reçu le procès-verbal de la dernière réunion du 7 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Donc s'il n'y a pas d'observation, je vais mettre aux voix. Attends, pour la première question, il va falloir que ce soit Franck qui soit secrétaire. Sinon, je ne pourrais pas présenter le premier point. Ah oui. Donc Franck, donc on fait le vote, Maxime? Enfin, avant l'ouverture, une fois que le début de la question. On précisera que c'est Franck qui... D'accord. Ok. Donc vous avez reçu, je vais pouvoir mettre aux voix le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil municipal du 7 décembre. Donc est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et donc on peut noter que Jean-Frédéric Sourdin vient d'arriver. Donc merci de ta présence. Donc pas d'additif, pas de retrait de l'ordre du jour. Et donc on va pouvoir passer au premier point qui va vous être présenté par Pascal. Et du coup, comme cela me concerne, je vais quitter la salle et je reviens tout à l'heure. Vas-y, appuie sur ton... Donc le premier point, concerne une demande de protection fonctionnelle. Je vous propose que ce point soit délibéré à bulletin secret, voté à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions? Secrétaire. Et Franck Audus va prendre le relais pour ce point-là en tant que secrétaire de séance. Donc, je vous rappelle que la commune est tenue en application de l'article L 2123-34 du CGCT de protéger les élus ainsi que les agents contre les violences, les menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et
de réparer. Vous pouvez grossir un petit peu. Oui, je voilà, merci. Et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. De même, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu au titre des articles L 2123-34 et L 2123-35 du CGCT, le conseil municipal en tant qu'organe délibérant de la commune est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande au nom de la commune. Pour mémoire, l'opposition en matière pénale peut être formée dans l'hypothèse où la décision a été rendue sans que la personne poursuivie n'ait pu se défendre. De plus, l'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions. Il s'agit d'une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et supposément peu grave, par un juge unique et sans audience. Les membres du conseil municipal sont informés que Monsieur le maire a fait opposition d'une ordonnance pénale rendue sans débat contradictoire et l'ayant condamné pénalement. Monsieur le maire souhaite porter l'affaire à une audience publique du tribunal correctionnel de Rennes et sollicite la protection fonctionnelle de la commune. Cette protection consiste principalement à prendre en charge les frais d'avocat librement choisis par la personne bénéficiant de la protection fonctionnelle. Au vu de ces dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accepter ou ne pas accepter d'accorder la protection fonctionnelle à M. Thomas Janvier, maire de Maenrock. Nous allons pouvoir procéder au vote à bulletin secret. Pardon. Oui, Tanguy ? Donc tu dis que l'article de 21, 23, 34 permet de protéger les élus contre les violences, les menaces, les outrages. Du coup, moi j'ai découvert cette délibération contre moi et contre les oppositions, on va dire, car la liste, en fait, avec vous pour Maenrock a envoyé un message, un mail au DGS, parce que nous n'avons aucun document de travail sur cette question-là. Nous n'avons aucune requête de M. Janvier sur cette question-là. Donc moi j'ai fait par contre une demande de protection fonctionnelle auquel je n'ai eu aucune réponse non plus. Aucune réponse. Du coup, moi, je ne prendrai pas part à ce vote parce qu'en plus je suis mis comme victime dans cette affaire. Donc il n'y a aucun élément non plus, on n'a pas non plus contacté pour cette question-là. Donc moi je vais partir. Et je ne prendrai part à aucune question ce soir. Voilà. C'est noté. Mais je n'ai pas ma réponse. Je n'ai malheureusement pas de réponse à t'apporter ce soir. Donc j'attends un écrit de la réponse. Pourquoi je n'ai pas eu de réponse pour cette protection fonctionnelle pour ma part. Et j'attends un écrit. Je pense que la protection fonctionnelle est applicable quand la personne est attaquée. En l'occurrence, sur cette question. Non, pas du tout. C'est marqué protéger les élus contre les violences, les menaces et les outrages. Des menaces qu'on a eues depuis l'année dernière, des outrages, des insultes qu'on a eues depuis l'année dernière. Dans le cadre de leur fonction. Dans le cadre de la fonction, mais la mienne aussi. Mais là, tu demandes une protection fonctionnelle contre un autre élu. C'est pareil. Maxime, vous avez des éclaircissements sur ce point ? De toute façon. Si tu souhaites une réponse, Maxime peut éclairer au moins. J'attends une réponse écrite. J'attends une réponse écrite, pas orale. Ah bah écrite, ce sera pas ce soir. J'ai eu une réponse écrite
M. Vilsalmon de Maxime ce matin qui me disait qu'il n'avait aucune réponse du maire. Donc je n'ai encore aucune réponse. Oui, de toute façon, la protection, comme indiqué dans les différentes références juridiques, la protection fonctionnelle, elle est en premier lieu dévolue aux maires et aux adjoints, et enfin aux élus ayant délégation, mais elle peut s'étendre à tous les conseillers municipaux sur décision effectivement du conseil municipal, ce que j'ai pu évoquer déjà. Voilà, pour le reste, il appartient au conseil, à monsieur le maire qui fixe l'ordre du jour, de décider ou pas d'inscrire un point à l'ordre du jour. Ça c'est clair. Donc j'en ai aucune réponse. Et je confirme que la demande a bien été faite, transférée à monsieur le maire. Voilà. Et donc je n'ai aucune réponse ce soir. Donc je considère que cet acte de protection fonctionnelle est contre moi. Et donc je pars de ce conseil ce soir et je ne partirai pas au vote. Donc nous allons procéder au vote. Gaëtan. Bonsoir à tous. Je souhaite prendre la parole ce soir ici. Je ferai court et dans un souci d'apaisement. Nous sommes ici dans une situation qui oppose deux membres de ce conseil municipal. Monsieur Thomas Janvier, reconnu coupable par la justice, et monsieur Tanguy Marion, reconnu victime, et non l'inverse. Il est donc inadmissible de prendre la décision de protéger le coupable contre la victime. De plus, cette affaire n'oppose pas un maire à un autre citoyen, mais deux élus de cette assemblée. La commune ne devrait donc pas soutenir une seule de ces deux personnes. Il y a là un conflit d'intérêts et potentiellement un abus de pouvoir de la part de M. Thomas Janvier. Dans l'article de loi que vous citez, dans la délibération, il est dit que cette protection n'est pas la valable si l'acte en question est une faute personnelle. Or, enregistrer un individu à son insu ne fait pas partie de la fonction de maire. Ici, Thomas Janvier est donc coupable personnellement. Cette action est complètement détachable de celle qu'il doit exercer dans le cadre de sa fonction. Cette délibération n'est donc même pas recevable et je pense juridiquement inadaptée. Cette délibération, si elle est majoritairement votée, fera évidemment le tour des services administratifs et préfectoraux. Il faut veiller à ne pas introduire de confusion entre la responsabilité personnelle et la fonction institutionnelle de maire. Dans l'article de loi, il est aussi dit que cette protection est censée être appliquée dans des cas de menaces, outrages ou insultes notamment. Or, nous vous rappelons que ce sont les élus d'opposition qui ont été victimes de ces infractions commises par des élus de la majorité. Un faux compte Facebook, des insultes sur des réseaux sociaux ou utilisation des outils numériques de la commune pour nous critiquer au sein de ce conseil. Cette délibération n'est donc pas recevable. Nous ne devrions même pas en avoir à en discuter. Elle est dangereuse pour le droit et la sécurité des élus minoritaires, et donc pour la démocratie. M'étant moi-même retrouvé dans la même situation que Tanguy Marion, quelques minutes après lui, alors que ce rendez-vous
m'avait semblé calme et serein. Quand j'ai appris l'enregistrement à notre insu de ces rendez-vous, vous imaginez comment je me suis senti choqué et trahi par Thomas Janvier, par ailleurs maire et donc premier magistrat de cette commune. J'en profite pour annoncer ma mise en retrait du rôle de porte-parole de mon équipe minoritaire. Je ne suis plus le chef de file. Une ambiance malsaine. Et j'en profite aussi pour dire qu'à présent, les paroles seront réparties sur l'ensemble des membres de notre équipe. Je décide donc de quitter ce conseil tant que je n'ai pas la garantie que la même protection sera accordée à tous les élus. Je ne me mettrai pas en insécurité par ma présence à ce conseil. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités et je vous dis à bientôt lorsque j'aurai eu la sécurité de pouvoir revenir au sein de ce conseil. À bientôt. Alors, je voudrais juste rappeler que ce soir, la délibération ne porte pas sur une condamnation. Le conseil municipal n'est pas un tribunal. La justice tranchera en temps et en heure. Pour l'heure, nous devons prendre une délibération afin d'accepter ou pas d'accorder la protection fonctionnelle à Monsieur le maire. C'est la seule question ce soir sur ce point-là. Je pense que nous pouvons maintenant passer au vote. Merci. On indique oui ou non. Ou pour ou contre. Michel. C'est bon? Oui. Comme tu l'as dit, Pascal, le conseil municipal n'est pas un tribunal. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je ne comprends pas non plus, enfin, ce que j'ai écouté quand même, ce qui a été dit par les deux, là, il y a quand même, le maire a une protection juridique. Je sais pas, la mairie, d'accord? C'est la décision que nous, c'est la décision qui doit être prise là. Non, mais le maire, comme dans toute collectivité, que ce soit ou autre, a une assurance personnelle et juridique pour ce genre de choses. Moi, mais là, tu parles d'une protection personnelle, là, c'est une protection fonctionnelle. Fonctionnelle, on est bien d'accord, mais c'est pas la messe. Aujourd'hui, madame, tout ce que j'ai entendu, j'ai pas l'impression que ça soit pour ça. Mais si, ça n'est que pour ça. C'est pas ce que nous fait voter ce soir. Mais bien sûr que si. Moi, je ne conseille de dire pas ça comme ça non plus. Ah bah écoute, je suis désolée que tu ne comprennes je reste pas au conseil. le moi, j'ai écouté ce qui a été dit j'ai écouté ce qui a été dit par les deux. Eh bien, je suis désolée. Bon, mais chacun prendra sa responsabilité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ce soir, il s'agit bien d'une protection fonctionnelle. Bah, pourquoi pas tous les élus à ce moment-là? Mais c'est ce qu'on a dit. Mais là, ce soir, c'est pour le maire. Mais bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est le maire qui a été attaqué en justice. Donc, c'est bien pour quelque chose de précis. Personne n'a été attaqué en justice. Bah, nous, pas nous. Non. Ben non. Si c'est le cas, tu demandes la protection. C'est écrit uniquement pour... Oui, parce que pour cette affaire-là. Cette affaire-là, mais nous, c'est comme tu viens de dire, on n'est pas un tribunal. On n'a pas jugé, c'est une histoire privée. C'est une histoire privée. Il n'est pas question de juger. Il est question, je sais pas. Michel, écoute. La phrase que hein. je vais lire, cette protection consiste principalement à prendre en charge les frais d'avocat librement choisis par la personne bénéficiant de la protection fonctionnelle. Non, mais il a une assurance juridique personnelle, et ça concerne. Personnelle, moi, je connais pas des délibérations des autres collectivités qui ont pris ce genre de choses jusqu'ici. Hein, eh bien, écoute. Chacun a une assurance personnelle pour se protéger, ce qui est logique. Les documents ont été reçus il y a une semaine, il fallait faire peut-être des recherches, je ne sais pas. Non, mais il faut arrêter. Je vais quitter la séance. Michel, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît, merci.
Yes. Bonsoir tout le monde. C'est juste une information, hein, parce que cette question a déjà été évoquée dans les années précédentes à 2 reprises. Dans les années 2007-2008, à l'occasion d'un problème sur l'aménagement foncier de Saint-Brice. Et monsieur le maire Louis Dubreuil avait été aussi au tribunal. Et donc dans ce cas-là, la commune avait décidé de faire une provision de 50 000 € pour pallier aux frais d'avocat engagés par monsieur le maire de l'époque. Et il y a une autre affaire je n'étais pas élu à cette époque-là, c'était dans les années 80-85. Michel Guérinel, à l'époque, aussi avait été incriminé pour des faits c'est le juge qui décide si oui ou non c'est valable. Ça n'y était pas à l'époque, mais la commune avait aussi, à l'unanimité, opposition comprise, accepté la prise en charge des frais d'avocat du maire de l'époque. Voilà. Il est hors de question de juger qui que ce soit, c'est juste pour prendre en charge des frais d'avocat. N'importe quel élu peut le demander s'il est incriminé et s'il a des frais d'avocat, bien sûr, d'engager. Voilà. Bon, passons au vote. Claude et Virginie, vous dépouillez? Oui, ceux qui ont un pouvoir ont bien voté 2 fois. Ok. Céline n'est pas là. 25. C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Je te les donne. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Non, c'est bien. 26, 27. 2 pouvoirs. Ah oui, Ouais. donc c'est bon. Céline est absente. Oui. Non. On est 23 plus 2, 25. C'est bon? Oui, oui, d'accord. Pour Attends. Pardon. Ouais. Pour
pardon, contre. Contre. Pour. Pour. Contre. Pour. 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 Bah, blanc. Blanc. Pour. Pour. Et contre. Il y a 4 noms et un blanc. C'est combien? Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais. Merci. On laisse ça? On peut faire entrer Thomas. Donc, merci pour votre confiance sur ce point. Juste une précision, on a oublié de le dire en début de conseil. Pour des raisons techniques, en fait, les téléspectateurs ont le son, donc vous entendent parler, voient le tableau, mais n'ont pas l'image. Voilà, on a un conflit de baies, mais il y aura quand même les débats qui sont tenus ont été audibles, ainsi que ce qui est affiché. Voilà, on a oublié de le préciser en début de mandat, donc en début de conseil, donc je tenais à le préciser. On va pouvoir passer au deuxième point qui concerne le plan communal de sauvegarde. Donc on avait déjà délibéré le 1er avril 2021 sur ce plan communal de sauvegarde qui est un outil très intéressant et très important pour réagir en cas de catastrophe. Et donc, il y avait lieu de l'actualiser, de le mettre aux normes. Et donc, c'est un travail qui a été fait, notamment par Marc Collin, conseiller délégué à la sécurité, et Isabelle Gauthier, notre DST. Et je vais les laisser se répartir pour nous présenter. Alors, le document fait quelques centaines de pages, donc on va éviter de tout présenter. Mais voilà, synthétiquement, pour vous présenter à vous élus, mais on l'avait déjà délibéré, et surtout au public, ce qu'est un PCS, parce que ce sera demain l'organe central de réaction de la commune en cas de besoin. Donc, Marc, je te passe la parole. Oui, donc le PCS a été revu depuis 2021, donc pas mal de réunions en binôme avec Isabelle et auparavant avec Yuna. Donc c'est pour ça qu'on va continuer de présenter en binôme succinctement le PCS. Donc un PCS, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un document qui contribue à l'échelle communale à la prévention des risques et à la gestion des crises associées. Donc il regroupe l'ensemble des documents de compétences communales contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. En fonction des risques connus, il détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes.
Il fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité. Il recense les moyens disponibles, définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien à la population. Il relève de la compétence du maire sur le territoire de sa commune. Donc, le PCS repose sur 5 grands principes. Premièrement, donc, il organise la sauvegarde des personnes par l'alerte, l'information, l'évacuation, l'hébergement par la suite si c'est nécessaire, et la logistique que l'on pourrait mettre en œuvre éventuellement. Deuxièmement, il est le maillon local de l'organisation de la sécurité civile. Troisième grand principe, il est un outil d'aide à la gestion d'un événement de la sécurité civile. En quatrième, il concerne l'ensemble des services communaux. Donc tout le monde est forcément impliqué. Voilà. Notamment les agents communaux seront aussi sollicités. Et cinquièmement, il permet de tendre vers une culture communale de sécurité. Ça, c'est nécessaire aussi d'aller vers ce système. Ah. Attends, Isabelle, on va... Oui, parce que... Attends, Yannick, on va lui donner un micro de table. Ça va éviter que ça... Sinon, ils ne vont pas On est à la t'entendre. scène, ouais, parce que ça nous casse les... Vas-y. Donc vous avez à l'écran le schéma d'organisation du déclenchement du PCS. Donc en 1, un événement se produit. En 2, donc l'information est donnée. Elle est vérifiée, évaluée par le maire, qui décide ensuite d'activer, donc en 4 et dernier lieu, donc le PCS. Les différents acteurs du PCS, vous avez le directeur des opérations de secours, qui est monsieur le maire, donc Thomas Janvier, avec en adjoint Marc Collin. Vous avez également un responsable des actions communales, qui sera donc représenté par Maxime Villesalmon, DGS de la commune, avec en adjoint donc Yannick Tual. Et vous avez ensuite 3 cellules importantes, donc responsable logistique, communication et secrétariat. Donc responsable logistique, donc titulaire moi-même avec Armand Colombe, responsable bâtiment au service technique. En communication, en titulaire, donc Pascal Tazartès, première adjointe, déléguée à la communication, entre autres. En adjoint, donc Claude Michel et Céline Veillard. Et en secrétariat, donc Laurent Samon, gestionnaire comptable à la commune, et Laetitia Coupé, donc secrétaire de monsieur le maire. Et vous avez la cellule de soutien à la population avec donc en membres titulaires les différents adjoints donc, qui seront répartis sur différents secteurs de la commune pour donner l'alerte. Donc les titulaires de la cellule soutien à la population sont accompagnés par des élus volontaires. Donc si vous avez dans les annexes, donc les pièces annexes de ce soir, vous avez le PCS. La commune est découpée donc en 4 secteurs. Donc chacune sous la responsabilité d'un titulaire, donc adjoint que l'on vient voir, donc François-Xavier, Franck, Paul et Catherine. Et donc, il est demandé aux élus de se positionner sur l'un ou l'autre des secteurs. Voilà, donc vous avez le centre Saint-Brice, le centre Saint-Étienne, le nord de la commune et le sud de la commune. Voilà, donc l'ensemble de ces élus et de ces acteurs donc, permettront de couvrir l'ensemble des secteurs pour donner l'alerte. Et on peut également associer le personnel communal et les services de secours, pompiers et gendarmerie. Et la réserve citoyenne qui fait également partie du plan communal de sauvegarde. Juste par rapport à ça, la réserve citoyenne, donc pour l'instant on a une dizaine de personnes recensées.
S'il y a des amateurs, hein, je profite d'avoir le micro pour faire un peu de pub. Donc n'hésitez pas à venir ou à nous contacter la mairie pour faire partie de cette réserve citoyenne. Hein. Et pour te compléter, Marc, on aura dans les semaines ou assez rapidement une réunion avec cette réserve citoyenne pour déjà vérifier que les 11 qui étaient qui s'étaient engagés sont toujours partants, parce que c'était l'année dernière. Oui, il y a déjà 2 ans même. 2 ans même passés. 2 ans, c'était en 2021. 2021. Le 10 décembre. Donc voilà, on va... Donc, je vais rappeler pour la réserve citoyenne, pour ceux qui ne savent pas ou qui s'en souviennent un peu moins. Donc il y a Patrice Blanc, Jean-Yves Rochelle, Didier Brionne, Gérard Blanchetière, Alain Guénard, Pascal Pomerol, Marie-Annick Le Sen, Luc Garnier, Emmanuel Collat, Daniel Guérin et Georges Guénard, donc de Saint-Étienne. Voilà, donc ça fait une bonne dizaine. Mais ceux qui veulent nous rejoindre, pour cette réserve citoyenne, il n'y a pas de souci. Autrement, on va aborder maintenant les risques recensés concernant notre commune. Hein. Parce que pour d'autres communes, même communes et c'est même intercommunal. Après, si on va sur la côte, il y a des risques aussi il peut y avoir des risques d'inondation, bien sûr, mais aussi submersion avec les vagues. Mais nous, on n'est pas encore concernés. Alors, risques naturels recensés pour nous, donc les tempêtes, ensuite les tornades, les inondations, comme ça a déjà été le cas, la canicule, comme il y a en 2023, neige et verglas, donc là c'est un peu plus d'actualité, et grand froid. Bon, là, on n'y est pas encore, hein, mais on ne sait jamais, donc ça peut être un risque qui a été recensé nous concernant. Au niveau aussi après technologique, on a des coupures d'eau générales qui pourraient être à craindre, rupture de digues également avec nos différents étangs. Donc, ensuite, des risques industriels, notamment Armor Protéines, nous concernant la commune de Saint-Brice, qui est un risque industriel répertorié. Et la cyberattaque qui est apparue là dans les dernières années, donc qui a déjà touché des communes à travers la France. Alors certains risques, comme un incident au sein d'Armor Protéines, comme je disais tout à l'heure, c'est géré directement par le préfet. Il y a déjà des plans particuliers d'intervention propres à l'entreprise qui sont mis en place. Donc après, c'est le préfet qui peut prendre la main. Mais dans un premier temps, le maire sera peut-être appelé à le faire, avant que le préfet ne s'empare de l'intervention. Les moyens d'action donc à mettre en place pour ce PCS, donc l'alerte de la population par la diffusion de messages donc sur l'ensemble des canaux de diffusion que la commune possède. Donc c'est la page Facebook, le site internet, panneau Pocket. La visite donc des élus et des bénévoles de la réserve citoyenne. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous positionner donc sur les différents secteurs. Vous avez un rôle important en tant qu'élu, donc faire des visites, informer la population et surtout donc les prévenir, les avertir du danger. Donc les matériels qu'on peut mettre en place donc sont le matériel de tout le service technique et les prêts ou les réquisitions possibles chez les acteurs économiques de la commune. Donc l'ensemble des acteurs économiques est recensé donc dans le PCS. Là encore, c'est pareil, il est possible qu'il y ait des oublis ou des modifications à apporter sur les acteurs économiques recensés actuellement. Donc je vous invite à le lire et à me faire part d'éventuelles modifications. Voilà. Donc après, voilà, on a terminé la présentation succincte de ce PCS. Si vous avez des questions, des observations à faire, n'hésitez pas. C'est le moment. Merci Marc et Isabelle pour la présentation et le travail, parce que ça a été un travail minutieux qui apparaît pas comme ça, mais il a fallu reprendre pas mal d'éléments, notamment parce que ça a été validé. Alors,
supervisé par le SDIS, parce que le SDIS ne valide pas, ne donne pas de certificat, mais il y a eu un gros travail de fait avec les services départementaux, et je tiens également à les remercier. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait plein de petites choses à revoir, et donc là on a un PCS qui est opérationnel, et donc on vous invitera prochainement, mais à déjà une réunion pour qu'on en échange techniquement, c'est-à-dire par secteur, Isabelle l'a dit. L'idéal, c'est que tous les élus soient positionnés sur un secteur. Dès qu'on a une alerte, que vous sachiez exactement où aller et après, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on aura une phase théorique, on aura une phase pratique. On s'entraînera aussi à être réactif. Voilà. Mais je tenais quand même à remercier le travail, parce que c'est un travail de fourmi et qui est essentiel. Voilà, il est important qu'une commune de notre taille ait un PCS, sachant que désormais, normalement, on devrait même avoir des PCIS, PICS intercommunal. Voilà, donc, à venir. Ça va venir, mais on anticipe. Mais nous, on en a un grand besoin, et Marc le disait, notamment avec Armor Protein. On a eu le cas récemment d'une alerte. Il faut qu'on soit prêt à agir en conséquence. Donc voilà. Bon, après, il y a toujours les moyens existants, les sapeurs-pompiers, la protection civile, gendarmerie et la police qui permettent de combler quand même les interventions au quotidien. Parce que des PCS, même dans le département, il n'y en a pas déclenché tous les ans, heureusement. Les derniers, il y a déjà quelques années, c'était les communes qui étaient inondées, dans les années 2014-2015, je crois. C'est vrai que, et tu as raison, on déclenche pas le PCS parce qu'il y a un accident. Ça, on a des forces de sécurité et d'intervention qui sont là. C'est vraiment quand il y a besoin d'aller vers la population, prévenir, prendre en charge. Type, on a vu les périodes de grand froid, enfin on est dedans. Imaginons qu'on ait une période de très très grand froid et qu'il faille reloger des habitants. Imaginez une coupure sur l'autoroute et un blocage de l'autoroute. Voilà, ça fait partie du PCS. On est en bordure de Saint-Étienne. C'est à nous d'activer le PCS pour aller chercher ces naufragés de la route, comme on les appelle, et les accueillir. Donc c'est ça. Donc, et tu fais bien de le rappeler, c'est pas tous les jours, heureusement. C'est très très rare, mais il faut qu'on ait l'outil prêt et qu'on soit prêt. Oui, peut-être que ça de l'autoroute, et comme tu le dis, il pourrait y avoir un accident important, mais avec des matières dangereuses notamment, mises en cause. Et là, les moyens sur place ne sont peut-être pas suffisants. Il faudrait peut-être activer ce PCS. C'est à prendre en compte, ça. Ok, bon merci. Merci à vous deux pour le travail et la présentation. Donc, je vais pouvoir mettre aux voix. Donc, je vais vous demander d'approuver la mise à jour du plan de communal de sauvegarde de la commune, donc qui a été jointe, qui est en ligne sur le cloud. Je vous rappelle que le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est un document public. Alors, il faut aimer la lecture, parce qu'il y a quand même... combien de pages exactement, Isabelle ? On a 105 pages, sans les annexes. Plus les annexes, oui. Donc c'est un gros document, mais c'est important. Toute personne de la commune qui voudrait le regarder, il est consultable en mairie. Oui. Voilà. Et il a été réduit encore, parce qu'il y avait davantage de pages. Voilà. Donc, et comme c'est bien précisé, chaque année, il fait l'objet de modifications, notamment dans les références d'entreprises ou de la réserve citoyenne. Ou du personnel, ou du personnel. Ou des élus. Enfin, bon, il doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle. Et donc chaque année, au conseil municipal, il doit être approuvé. Les modifications, oui. D'accord. Donc pour cette approbation de la mise à jour du plan communal de sauvegarde de la commune de Maine-Rock, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. On va passer au point numéro 3 qui concerne le règlement d'utilisation des véhicules de service, donc qui a été travaillé en commission Affaires Générales, et je vais laisser Paul nous rapporter les travaux de la commission. Hop là, rappuie. Ouais. Oui. Donc ce soir, il vous est présenté un règlement d'utilisation des véhicules de service. Il faut savoir qu'il y a déjà dans le règlement intérieur une mention sur cette utilisation des véhicules de service, mais suite à des interrogations de certains élus, donc il a été décidé de mettre en application un règlement qui sera mis en annexe du règlement intérieur.
Donc, le présent règlement tend à expliquer les règles d'utilisation des véhicules de service au sein de la commune de Menrock. Il se fonde sur le dispositif réglementaire existant en la matière, applicable au parc automobile des administrations civiles et des établissements publics. Il a également vocation à sensibiliser tout un chacun quant aux précautions à prendre avant d'utiliser un véhicule de service et aux implications qui en découlent. Donc je ne vais pas vous relire tout le règlement, il a été mis pour que chacun le lise sur les documents. Donc il comprend les conditions d'utilisation, les personnes habilitées à les conduire, les droits et obligations des utilisateurs et l'utilisation de certains véhicules par les élus. Donc les élus peuvent utiliser certains véhicules pour représenter le maire ou pour participer à des réunions hors commune, en particulier pour favoriser le covoiturage. Et donc cette utilisation se fait sur ordre de mission. Et il a été décidé de mettre des carnets de bord dans les véhicules pour avoir un suivi des utilisations. Voilà pour la présentation. Michel. Non, c'est bon. Vas-y. Non, enfin, bon, c'est vrai que c'est un véhicule de service ou un véhicule pour de fonction. Non, parce que c'est dommage, on aurait pu que ça vienne si tard en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a eu des remarques qui ont été faites. Bon, moi, je ne vais pas rentrer là complètement, mais les véhicules de service, il y en a dans beaucoup de collectivités. Mais d'accord. Moi, j'en ai connu parce que je l'ai dans une autre collectivité, mais c'est bon, il y avait une confusion entre voiture de service ou voiture de fonction. Alors quand on dit tous les élus du conseil municipal peuvent... Sur hors de mission, oui. Sur hors de mission. Alors mission, ça correspond à quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a besoin de représenter le maire ou la commune à une réunion, il y a un ordre de mission qui est fait. Ce qui est le cas notamment pour certains agents qui ont des ordres de mission. Donc c'est bien une voiture de service. C'est comme vous allez à la Comcom, puisque tu parles d'autres collectivités, il y a un parc automobile, un élu représente le président à une réunion, le président lui fait un ordre de mission, il prend la voiture, voilà. Et je tiens à préciser, et Paul l'a très bien rappelé, ça arrive pas tard. Dans le règlement intérieur, c'était déjà clair. On a simplement voulu expliciter parce qu'a priori, il y avait une confusion qui n'existait pas, donc on a voulu la préciser. Mais le règlement intérieur donnait déjà possibilité à tout agent ayant un ordre de mission d'utiliser les moyens de la commune. Là, on l'a explicité par rapport aux voitures spécifiquement, mais voilà, donc c'est pas tard. C'est juste que... Non, moi je dis c'est tard par rapport à... C'était dommage, ça aurait été fait il y a quand même... Quand la voiture a servi... Oui, il y a eu la polémique. Oui. C'était pris de polémique. Parce qu'on l'a fait travailler en commission. Une voiture de fonction, c'est ce qu'on a entendu. Bon, et c'est d'ailleurs pour ça que parce ça a que été travaillé. Tous les maires élus aujourd'hui, autour, ça n'existe pas. Hein. Mais bon. Je voudrais préciser, un véhicule de fonction, c'est un véhicule qui est dédié à une personne. Donc, sur la commune de Menrock, il n'y a pas de véhicule de fonction. Il n'y a que des véhicules de service qui peuvent être utilisés par les agents et par les élus, pour les élus par ordre de mission. Et quant si ça arrive un peu tard, non. Comme je disais, c'est déjà évoqué dans le règlement intérieur. Il y a eu des interrogations quant à l'utilisation par des élus. On a tenu au niveau des adjoints à mettre en place un règlement très explicite. Il est passé en commission affaires générales, donc ça prend un peu de temps, effectivement. Je pense qu'il aurait fallu le faire avant, aussitôt que les élus aillent dedans, c'est tout. Ça aurait été plus simple. D'accord, c'est noté. Non mais, bon, je m'arrête là. Pas de souci. Voilà, donc pas de pression. Alors juste une précision quand même. Non Paul, c'est bon? Précision, il y a
il n'y a que moi qui ai un ordre de mission permanent, parce que en tant que maire, c'est moi qui donne les ordres de mission. Et sur les élus, enfin sur les agents, il y a le DGS et la DST qui ont des ordres de mission permanents. Voilà. Après, tous les autres agents, chaque année, je renouvelle ou mes directeurs et directrices renouvellent les ordres de mission. Voilà, donc c'est bien ce qui existe dans d'autres collectivités et certaines mairies. Alors effectivement, il faut avoir des grosses mairies, hein, parce qu'il faut avoir des moyens. Mais je connais des collègues dans le Pays de Fougères qui ont aussi des voitures de service et voire même certains ont des voitures de fonction. Voilà, donc ça, pour la précision. Donc sur ce règlement intérieur, est-ce qu'il y a des abstentions pour adopter ce règlement relatif à l'utilisation d'un véhicule de service annexé à la présente délibération? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. On va passer aux finances locales maintenant. Donc, comme chaque année, vous commencez à avoir l'habitude, tant que le budget, en attendant plutôt que le budget soit voté, il y a lieu de m'autoriser à ouvrir des crédits, puisque le début de l'année est commencé, il y a déjà des factures qui arrivent. Or, réglementairement, tant que le budget n'est pas voté, on ne peut pas dépenser d'argent. Donc là, c'est une ouverture de crédit. Réglementairement, on ne peut dépenser que 25% du budget précédent en dépenses d'équipement. C'est encadré. Hein. Et donc, comme chaque année, voilà, on vous a mis Alors, la petite nouveauté, c'est que d'habitude, c'est beaucoup plus large. Et là, la trésorerie nous demande de mettre des estimatifs par chapitre. C'est pour ça que c'est aussi détaillé. D'habitude, on a un montant qui est plus large. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment des autorisations. C'est chaque chapitre. La seule précision que je voulais apporter, c'est qu'on a certaines lignes, vous voyez, en RAR, donc reste à réaliser, quand c'est 0. C'est-à-dire que c'est des lignes qu'on avait inscrites au budget, mais qui n'ont pas été engagées, parce que l'opération n'a pas donné lieu à devis, par exemple. Je prends un exemple. L'aménagement de la voirie du boulevard du Collège, on avait parlé, à un moment donné, de mettre, on avait mis une enveloppe. Or, on n'a pas dépensé d'argent, on n'a pas eu de devis qui ont été engagés, donc on n'a pas d'opération engagée. Donc c'est une ligne qui pourra, dans le budget 2024, peut-être disparaître. D'accord ? Là où c'est marqué RAR, je vous rappelle le principe, c'est qu'on a engagé l'opération, on a commencé à payer, et donc on est tenu d'aller au bout de l'opération. Même si l'opération peut être moindre, mais on est tenu budgétairement d'aller au bout de l'opération. Donc voilà, donc vous avez un certain nombre de points. Donc on a appliqué les 25% à ces budgets. Ça vous donne le montant qui est à droite, l'avant-dernière colonne de droite. Voilà, donc après, je ne sais pas s'il y a des questions, hein. C'est classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément le budget 2024. Hein. C'est des opérations concours sur 2024 et il me faut l'autorisation pour que la trésorerie puisse honorer les factures lorsqu'elles vont arriver. Et Maxime, je cède la parole. Ouais, juste un complément à ce qu'a dit Monsieur le maire pour être précis, notamment pour les élus qui peuvent être amenés à solliciter des devis. Tant que le budget n'est pas voté, on reste dans ce cadre-là. Donc je vous invite, avant de demander des devis, à bien être attentif parce que, comme vous l'avez vu, hein, on est sur une imputation par compte et pas par chapitre. Donc il peut y avoir, des blocages sur certaines demandes d'investissement. De la même manière, des nouvelles opérations ne peuvent pas être créées tant que le budget n'est pas voté. Donc encore un peu de patience pour éventuellement lancer de nouveaux projets. Voilà, c'était juste cette précision qui est assez nouvelle. Ouais. Voilà. Donc, Isabelle, tu n'as pas fait chauffer le micro. Et effectivement, la précision de Maxime est importante. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on avait par chapitre, donc on pouvait engager. Là, on ne va pas faire de polémique, mais c'est un peu restrictif. C'est-à-dire que du coup, on restreint encore un peu plus les marges de manœuvre des communes parce qu'on est par compte, par opération. Et donc, du coup, il y a des opérations. Si on n'a pas commencé à dépenser, on ne peut dépenser que 1 000 euros, par exemple. Sauf que si vous lancez des travaux, ce n'est pas 1 000 euros. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur des opérations qui ne sont pas engagées. On est obligé d'attendre un peu avant de les lancer. Isabelle. Le tableau qui est à l'affichage n'est pas le même que ce que j'ai moi devant. Je m'interrogeais sur la ligne 407, réaménagement de la digue du Rocher-Portail. Donc, on a 316 625.
un reste à réaliser à 13 000, donc ça, je pense que c'est l'étude ou enfin bon. Et après, il y a quelque chose là, 232 108, donc c'est ce que ça pourrait coûter. Non. Non, Non, en fait, c'est parce qu'on a pris, on est tenu d'inscrire le montant total. Vous vous rappelez, on a délibéré sur le montant d'un devis de travaux. Donc ça, on a le montant total. On est tenu de délibérer. On a un engagement de la DRAC qui nous dit qu'ils prennent à 60%. Donc du coup, nous, on avait obtenu avec la DRAC qu'on ne dépense que 50 000. Ça, c'est toujours l'engagement. Par contre, dans la comptabilité, on est obligé de mettre le total de l'opération. Et comme là, on applique automatiquement les 25% sur le total de l'opération, on arrive à ce montant-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on votera, enfin qu'on dépensera, et on ne dépensera sûrement pas ce montant-là. C'est là un peu la limite de l'exercice. Hein, c'est que normalement, nous, on a délibéré 50 000. On a une convention dessus. On aurait dû mettre on aurait dû reporter 50 000. Hein, donc c'est effectivement, oui, pour vous rassurer. C'est pour ça que ces chiffres-là sont vraiment des chiffres mécaniques. C'est des enveloppes maximum. Mais dans le cas du Rocher Portail, non. Nous, ça ne tient pas compte des 60% de la DRAC. Et juste sur la différence, voilà, le tableau un peu différent dans la présentation, parce qu'on a eu dans l'après-midi, on attendait le retour du conseiller aux décideurs locaux pour la présentation, et puis voilà, donc les chiffres sont les mêmes, c'est juste la présentation qui est modifiée un petit peu. Voilà. C'est bon? Et on en est d'où de ce truc-là, du coup, le Rocher Portail là? Alors, c'est peut-être pas la question qu'on peut poser maintenant. C'est pas la question à l'ordre du jour, mais je veux bien y répondre quand même. En fait, non, on va pas rentrer dans le détail, mais on a reçu les niveaux d'eau, la bathymétrie autour du pont. Donc ça, on les a reçus et on en attend du devis du bâtard d'eau par l'entreprise Quelin, qu'on presse un peu. Parce qu'après, en fait, là, ce que je vous avais expliqué, c'est que pour l'opération, comme ça touche la digue, c'est la DRAC qui va s'occuper, qui va être maître d'ouvrage, et pas nous. Donc, du coup, nous, on va pas gérer. Donc, mais là, on pousse un peu. L'idée, c'est que dès qu'on a le devis, la DRAC dit OK, on fait le bâtard d'eau. Donc, ça veut dire c'est digue flottante dans l'eau. On fait l'étaiement, et derrière, déjà, voilà, c'est l'objectif. Donc là, il y a un peu de retard au niveau de l'entreprise. Donc j'ai relancé avant les vacances et j'ai relancé cette semaine les différents partenaires. Mais là, on a moins la main puisque c'est les services de l'État qui se chargent. Pourquoi? Parce qu'on est avec un tiers privé. Donc c'était plus simple que la DRAC s'en occupe. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir mettre aux voix sur cette autorisation d'ouverture de crédit, donc pour m'autoriser à dépenser en investissement, dans les limites des crédits présentés ci-dessous. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Point numéro 5, c'est un encaissement d'une subvention. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est dans le cadre de la rénovation du sol de la salle de tennis, opération numéro 411. Donc on a refait le terrain de tennis. On a mis un green set magnifique qui avait bien besoin, parce que la salle datant des années 80, le terrain devenait dangereux. Donc on en a eu un pour un montant de 48 972,50 € hors taxe. La Fédération française de tennis avait accordé, donc on avait un accord de la FFT via le club pour justement aider les clubs qui rénovaient leurs équipements. Et donc l'accord, c'était que nous, on engageait les travaux, on faisait les travaux, le club recevait la subvention de la FFT, et dès que c'était encaissé, nous le reversait. Et donc là, la délibération porte sur ces 9 000 €, voilà, que le club de tennis va nous reverser en déduction de nos dépenses. Voilà. Donc, alors là, s'il faut une délibération, Maxime, c'est marqué prend acte. Oui. S'il faut une délibération. Donc, les virements ont été faits par l'association de tennis. D'accord. Voilà. De toute façon, mais pour la trésorerie, comme tout est contrôlé, donc il faut une subvention qui nous permette de recevoir la subvention de 9 000 € par la Fédération française de tennis dans le cadre de la rénovation du sol de la salle de tennis et de mettre à émettre le titre de recette correspondant.
Est-ce qu'il y a des abstentions par rapport à cette recette? Des oppositions? Je vous remercie. Point numéro 6, on est toujours dans les subventions, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est une demande de subvention exceptionnelle concernant une location de salle. Donc, on commence à avoir l'habitude. Donc, c'est la recyclerie, Recycleroc, qui a utilisé pour son assemblée générale et pour sa gratiféria la salle des fêtes de Saint-Marc-le-Blanc, qui a reçu cet événement. Et donc, assez classiquement, la recyclerie nous demande de participer au financement de cette location. Donc, voilà. Et j'ai juste demandé aux membres de l'association, alors, soit de sortir ou au moins de ne pas participer au débat. Bon, après, il n'y a pas... Voilà, il y a... pour ça. Et de ne pas voter, du coup, puisqu'il y a participation. Et l'objectif, c'est que, vous savez qu'on a un delta, puisqu'on a délibéré pour qu'on prenne à hauteur de notre salle à Denis. Et l'idée, c'est aussi d'aller voir la Comcom et le SMICTOM pour que le reste soit pris en charge aussi par le SMICTOM, puisque ça fait partie de la valorisation de la recyclerie. Et donc, ça fait partie des missions du SMICTOM. Donc voilà, donc sur cette demande de subvention, est-ce qu'il y a de 343 €, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Point numéro 7, on a une autre subvention qui nous est demandée. Cette fois-ci, c'est une participation financière au festival Les Sentiers Poétiques qui ont eu lieu le 30 septembre, 1er et 2 octobre. Donc, vous vous rappelez, ceux qui ont participé, on l'a déjà présenté. Donc, un événement qui a accueilli une dizaine de poètes de renom. Une convention avait été signée en septembre 2022 avec le pôle artistique et culturel. Et donc, on avait, conformément au vote qu'on avait inscrit au budget 2023, la convention portait sur une somme de 5 000 €. Donc, on participait au festival à hauteur de 5 000 €. Donc, ça, c'était dans la convention qui avait été adoptée dans le budget 2023. On a reçu les responsables de l'association et si l'événement lui-même est une réussite artistique, culturelle, il y a eu un peu moins de public que prévu, notamment du public local, qui aurait pu venir participer, voir les spectacles, acheter des gâteaux, acheter à manger, des boissons, etc. Et donc l'association se retrouve avec un déficit assez conséquent. Donc ils ont une partie d'autofinancement, ils peuvent piocher dans leurs réserves. Mais l'objectif, c'est aussi de les soutenir, parce que c'est une association, certains d'entre vous la connaissent, qui est quand même assez atypique. Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire et qui a une vraie portée éducative et culturelle. Et donc la proposition que la commission vie associative et que le bureau vous fait, c'est d'augmenter la subvention de 2 000 €, d'avoir une subvention exceptionnelle pour cette année de 2 000 € pour atténuer le déficit et éviter que l'association ne pioche trop, puisque si elle pioche trop dans ses comptes, eh bien c'est des actions qu'elle va faire en moins. Donc voilà, donc c'est vraiment à la fois le côté exceptionnel et le fait que cet événement a été coporté, on l'a porté et commune et pôle artistique et culturel, c'est pas que le pôle. Donc on estimait que c'était important de montrer aussi notre soutien et donc de monter l'apport de la commune sur cet événement à 7 000 €. Voilà. Donc après, Céline. Je voulais savoir, donc c'est un festival qui sera reconduit tous les ans ou tous les... Ah, pardon. Alors, pour l'instant, non. C'était le souhait des poètes qui sont venus. C'est une très très grosse logistique, donc pour l'instant, non. Les organisateurs, déjà pour cette année, pour 2024, se reposent. Et si il devait y avoir une autre édition, ce que moi je souhaite, parce que ça a vraiment été un beau moment, on cadrera l'apport de la commune pour éviter que chaque année on remette au bout. Mais voilà, après c'est le risque sur des événements comme celui-ci où on est vraiment co-organisateur d'un dépassement, mais pour 2024 non, il sera pas reconduit, et s'il est reconduit plus tard, ce sera peut-être dans une autre forme.
Donc, Est-ce que les écoles avaient participé Alors, la difficulté qu'on a eue sur cet événement-là, c'est qu'il a été reporté. Si vous vous souvenez, il y a eu une grève assez importante au moment des retraites. Et du coup, l'événement devait avoir lieu au mois de mars. Et les écoles, en fait, une grande partie de nos écoles, toutes nos écoles ont participé, ont reçu des poètes. Et il devait y avoir une restitution. Donc du coup, qui dit restitution dit famille, enfin voilà, il y aurait dû y avoir du monde. Le problème, c'est qu'avec le report du mois de mars, ça s'est passé sur un exercice suivant. Donc on a eu quelques jeunes, mais très peu. Et c'est là un petit peu le bémol. Et ça explique aussi sans doute ce manque de public. Donc, voilà. Mais sinon, non, toutes les classes, enfin toutes les écoles ont eu des poètes. Et c'était des beaux moments. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, donc je vais pouvoir vous mettre aux voix. Donc sur la délibération pour prendre acte d'une participation financière initiale de 5 000 €, donc ça c'était la convention, mais d'approuver le versement d'une participation financière complémentaire de 2 000 € considérant le bilan de la manifestation. Est-ce qu'il y a des abstentions dans l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Le point numéro 8, on est sur le commerce, donc le local commercial rue de l'Église, donc qui est juste à côté. Vous vous rappelez, le local est désormais vacant suite à la cessation d'activité du précédent locataire. Donc le groupe commerce est activement à la recherche d'un successeur ou d'une successeur. Un successeur. Voilà, ça avance bien, on a des pistes très sérieuses. En attendant, on a été contacté par Madame Estelle Sauvage, qui est la gérante de la boutique Optique du Coglay, qui va entamer des travaux très prochainement et en fait qui va se retrouver sans magasin. Donc elle est venue nous voir en nous disant est-ce qu'il est possible de transférer une partie de l'activité dans ce local qui est vide le temps des travaux. Voilà, donc on a trouvé ça très intéressant, ça permettait d'éviter la vacance et pour l'instant ça correspond avec les personnes potentiels qu'on a rencontrés qui ne peuvent pas arriver dans le local avant le mois d'avril. Donc ça permettait d'éviter. Donc là, vous avez les conditions. La durée, c'est du 12 janvier 2024 au 30 avril 2024. Donc avec possibilité de résiliation anticipée dès la fin des travaux. Donc on a préféré mettre un délai très large pour éviter d'avoir à faire des avenants qui sont toujours compliqués. Là, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est 7 à 8 semaines de travaux. Donc, vous calculez, 12 janvier, on arrive mars, courant mars. Donc l'avantage, c'est qu'elle a juste à nous faire une lettre de résiliation dès que c'est fini, et on proratisera le montant du loyer. Voilà. Et donc on part sur le même loyer que la précédente boutique, donc à 445 € par mois. Voilà. Donc on trouvait que c'était à la fois on aidait un commerce local à continuer son activité et puis ça évitait que le local soit vide trop longtemps. Voilà, s'il n'y a pas de remarques, donc cette autorisation de location du local, donc avec les durées que je vous ai évoquées et le loyer, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Point numéro 9, donc on passe en commande publique. Donc ça concerne la rénovation thermique du groupe scolaire Jacques Prévert. Donc c'est un appel d'offres complémentaire. Donc je vais vous l'expliquer. Donc vous savez, on est dans la phase aménagement. Donc là, on va arriver dans un aménagement intérieur. Donc on avait validé nos phases et avec l'avancement des travaux, et après concertation avec la maîtrise d'œuvre et les directrices d'école, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de travaux qui pouvaient être faits dans l'école pour justement faire entrer les élèves dans une école qui soit entièrement rénovée. Or, ces travaux-là, initialement, on avait prévu de les faire en régie. Là, il y a des travaux qui sont plus importants à faire, notamment en maternelle. Pour ceux qui connaissent l'école, les sols de la maternelle avaient besoin d'être refaits. Et donc, la proposition qui vous est faite, c'est de demander appel sur deux, d'avoir une mission complémentaire, c'est-à-dire d'encadrer ces travaux de sol et de murs et de faux plafonds, parce qu'on a une zone faux plafond
qui devait ne pas être changé. Et en fait, on s'est rendu compte que le bac acier qui était au-dessus, qui devait être étanche, n'est pas étanche. Et du coup, on a une partie à refaire. Donc voilà, donc l'idée, ça évite, on fait un marché supplémentaire, complémentaire, qui va permettre de faire entrer les élèves dans une école qui soit rénovée extérieurement, sur le toit et également intérieurement. Parce que l'idée, c'est de refaire quasiment tous les sols et de refaire les peintures de tous les murs. Voilà, donc ça va occasionner un surcoût, c'est sûr, sans doute un délai supplémentaire, mais ça permet d'arriver dans une école qui est totalement rénovée et qui évite justement de refaire des travaux après. Et avant qu'il y ait des interventions, je précise qu'on a rencontré hier les directrices d'école pour leur présenter ces travaux-là et qu'elles ont adhéré au principe. Au contraire, elles ont trouvé ça que c'était préférable peut-être de décaler un petit peu pour qu'on ait une école qui soit totalement opérationnelle. Si, mais là, on travaille en concertation avec les directrices régulièrement, mais là, c'est une décision qui a été prise très récemment, puisque le retour, c'est une des dernières réunions de chantier qui nous a décidé à aller vraiment sur quelque chose de complémentaire. Donc, c'est pour ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, Claude demande si initialement ça n'avait pas été prévu, parce que il y avait une partie qui était faite en régie, mais pas à cette échelle-là. Et en fait, les faux plafonds étant à refaire, on a eu quelques infiltrations, et puis l'avancée des travaux, notamment il y a une partie où on a enlevé un mur qui était prévu, dessous, on a vu que le sol était en état catastrophique. Donc l'avancée des travaux a fait que bout à bout, en régie, ça nous aurait pris beaucoup trop de temps, alors que là, ça sera plus rapide. Voilà. Et autant le faire maintenant. Parce qu'on a aussi la possibilité de rentrer, et puis dans 6 mois, de dire on refait une salle de classe. Voilà, de l'avis en accord avec les directrices, c'était plus simple de le faire tout d'un coup. Michel. Et puis FX, si tu veux compléter. Non, mais c'est un petit peu la même question que Claude. Je ne comprends pas comment les maîtres d'œuvre n'avaient pas prévu ce genre de choses. Parce qu'on fait par tranche, mais on avance. Et moi, on n'a jamais eu de plan B sur cette école, je le redis. Parce que le coût de la construction, là, je ne sais pas combien que ça va nous coûter au niveau supplémentaire. L'autre jour, tu as annoncé au VE 4,5 millions. Donc, on était rendu, c'était tout de suite 700 000 de plus, là. Dans ce genre de... Aujourd'hui, là, c'est la maîtrise d'œuvre qui va à mission complémentaire. Après, on aura les devis. On est à 300 000 Je ne comprends pas qu'on n'a jamais eu de plan B. C'est-à-dire que... Alors, on ne va pas revenir sur le débat. Non, mais il n'y a pas de plan B ou pas de plan B. L'école a été délibérée, point. Le montant de l'école par rapport à une école neuve, aujourd'hui, on va arriver à des chiffres assez importants. Ce n'est pas le débat. Tu peux être renseigné partout où on fait des écoles neuves avec la taille de notre école. Le débat, il n'y a pas de débat à avoir. Il y avait quand même... Ça existait, il y a maître d'œuvre. Il y avait des chiffres quand même qui sont sortis à un moment donné. Oui, mais il n'y a pas de débat. Ça a été délibéré. On ne nous a jamais présenté. Il y a eu une réunion avec le maître d'œuvre, vous étiez en capacité de lui demander. Mais c'est dommage que le maître d'œuvre n'ait quand même pas prévu ce genre de choses quand même. Là, on n'est pas en train de débattre, l'école est en train d'être refaite. Donc, moi, je m'abstiens. De quoi? Ah non. Là c'est simplement pour... on a souhaité aller au bout de la démarche. On aurait pu très bien dire, on refait qu'une partie ceux qui sont les plus dégradés, et on laisse le reste. Là, on a souhaité, et c'est pour ça qu'on a rencontré les directrices également, on a souhaité aller au bout de la démarche d'avoir une école qui soit entièrement refaite. Voilà, c'est tout. Et donc c'est complémentaire. C'est pas supplémentaire. C'est pas quelque chose qui n'avait pas été anticipé. C'est complémentaire. Vous regardez pour ceux qui ont fait, quand on a fait les travaux à Jules Verne, c'est contraignant. Refaire une salle de classe, le sol, les peintures, il faut tout vider, il faut tout. Là, l'école est vide. Donc autant aller au bout de la démarche. Voilà. Au début, on avait prévu de le faire en régie, ce qui était quand même plus intéressant. Sauf que là, comme il y a un peu plus de travaux que prévu, on trouve ça plus pertinent d'avoir une entreprise qui nous fasse tout de manière propre et surtout qu'on ait une école qui soit totalement refaite. Alors, je vais laisser FX, il voulait intervenir. Oui, c'est bon. Oui, juste pour
rappeler que la réunion avec PL sur 2 a été organisée le mercredi 30 novembre 2022 au niveau de tous les élus. Donc je vais compléter quelques informations de communication. Donc nous avons souhaité rencontrer les directrices du groupe scolaire Jacques Prévert et associer à cet échange les délégués départementaux et de l'éducation nationale des DEN avant le conseil municipal de ce soir pour garantir une meilleure information concernant les différentes évolutions de la rénovation énergétique du groupe scolaire Jacques Prévert et des travaux complémentaires de remplacement des sols usagés de certaines salles qui sont à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous nous efforçons donc de communiquer sur l'avancement des travaux, que ce soit donc dans les éditions des Men Rock Mag, des dépliants de rentrée scolaire ou lors des conseils d'école. Pour poursuivre cette communication, une présentation illustrée de l'avancement des travaux sera diffusée lors des prochains conseils d'école maternelle puis élémentaire prévus sur le mois de février. Une visite du site sécurisé devrait pouvoir être planifiée sur le mois d'avril en journée en présence des enfants, des agents, des équipes enseignantes et des délégués départementaux de l'éducation nationale des DEN. Nous n'oublions pas les parents d'enfants scolarisés au groupe scolaire Jacques Prévert. Dates et horaires seront également proposés pour visualiser la présentation illustrée et visiter le site sécurisé. Des travaux donc de rénovation sont loin d'être simples et sans difficulté comme nous avons pu le constater lors des conseils municipaux et nous obligent à reporter la rentrée scolaire 2024 au lundi 4 novembre, c'est-à-dire 7 semaines de retard. Au vu de l'ampleur du chantier et des aléas rencontrés, ce retard reste raisonnable, quoi qu'on en dise. Nous profiterons de ce délai pour caler la réalisation de la réfection des sols usagés en site inoccupé. Comme l'a dit précédemment Thomas, c'est beaucoup plus simple que quand nous avons du monde dans l'établissement. Cette rentrée 2024 mobilisera les équipes enseignantes, les agents des services techniques et du périscolaire sur la période de vacances scolaires de la Toussaint. Voilà. Je peux compléter par la suite s'il faut, Thomas. Merci François-Xavier. Donc voilà, et vraiment faut le dire, le décalage de quelques mois de la rentrée, donc aux vacances à Toussaint, a bien été. On en a parlé avec les directrices et elles adhèrent. Voilà, elles adhèrent à ce décalage-là. Voilà, alors elles n'ont pas le choix, mais elles sont au courant et elles adhèrent. D'ailleurs, elles adhèrent parce que ça va permettre de préparer et que un déménagement l'été, c'est pas forcément non plus opportun, même pour elles. Donc voilà, donc ça a été fait avec les DDEN, donc les délégués départementaux de l'éducation nationale, les directrices. Voilà, donc c'est fait en concertation. On l'a pas décidé unilatéralement. Donc voilà, et comme l'a dit François-Xavier très bien, hein, l'idée c'est qu'on va travailler avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les élèves pour que la rentrée se fasse de la meilleure des manières. Et donc, je disais tout à l'heure, l'estimatif que l'on a aujourd'hui des travaux est de 300 000 €. Donc on aura forcément on demandera des subventions là-dessus qui sont possibles. Alors, donc voilà. C'est bon ? Céline. Oui. Il faut que je réponde. Non, c'est bon. Je voulais savoir, moi, du coup, il y a donc un délai supplémentaire pour la rentrée scolaire, enfin pour la rentrée sur site. Donc du coup, les préfabriqués sont, je crois que c'est en location, il me semble, ou c'est acheté. D'accord, ok. Bon, bah c'est bon. C'était pour savoir s'il y avait un coût supplémentaire par rapport à ça. Mais si non, on les a achetés. Alors après, il y aura, c'était par rapport à la revente. Déjà, il y avait déjà une modification, mais c'est la revente en fait. On avait un contrat avec Delta Mode. On les achetait et on les revendait parce qu'ils sont spécialisés dans ces types de modules, de modulaires. Donc là, il y aura rien. Qu'on ait quelques mois de plus ou de moins, ça ne changera rien sur le prix de rachat ou de revente de ces modulaires. Voilà. Sachant que là, l'idée c'est de rentrer à la Toussaint, les modulaires vont repartir du jour au lendemain. Il y aura quand même un peu de travail pour les vider, pour un peu de manutention. Mais non, on est propriétaire des modulaires. Ça veut dire que
faut pas y compter. Sauf sur des événements vraiment importants comme on a eu le cas sur les week-ends. Parce que on n'aura pas réussi à tout déménager du jour au lendemain. Voilà. Après, sur des événements le week-end, à partir de la Toussaint, ce sera plus facile, mais voilà, on le fera comme on l'a fait jusque-là, au cas par cas. On ne va pas réouvrir à la location. Par contre, les associations qui ont des besoins spécifiques, on le fera au cas par cas selon les besoins, parce que là, on va déménager, mais il y aura encore du matériel qui va rester au fur et à mesure, qui va partir au fur et à mesure. Donc après, nous, on invite les associations qui ont des besoins à nous l'envoyer, à nous donner leurs besoins. Et au cas par cas, on verra, on adaptera. Oui, tout à fait. On va communiquer, voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait l'annoncer que l'info passe. Et voilà, après décembre, c'est loin, mais aujourd'hui, on préfère ne rien dire. Parce que si on n'est pas en capacité, en termes de personnel, de tout enlever, ça sert à rien de dire aux gens réservez en décembre. Si on leur dit en novembre, non, on peut plus. Donc on préfère que les associations nous envoient leurs demandes. On l'examinera au cas par cas selon les besoins. Et il est possible qu'effectivement, à partir de la Toussaint, on puisse l'utiliser, mais vraiment au cas par cas. Non, je prends juste le cas de la salle. Par exemple, juillet, août, l'école, il n'y a pas d'école. Oui. Il n'y a pas moyen de trouver une solution. Pour qui? Pour les particuliers? Non, ou autre chose. Pour les associations, on l'a déjà utilisé. Pour les associations, juillet, août. Je pose la question juillet-août. Je te dirais la même réponse que ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est qu'une association qui en a besoin, elle nous fait la demande. Et on examine la ROC Espoir l'utiliser, les Folies Panneaux l'utiliser. Donc on peut l'utiliser. Après, ça dépend le besoin. Parce que dans l'état actuel, on n'a que la grande salle qui est... Même pas la grande salle, parce qu'il y a le fond, on a la la garderie. Donc on a les 3/4 de la grande salle. On n'a pas la cuisine et on n'a pas le côté carrelé. Donc encore une fois, et on n'a pas la scène. Donc une association qu'on a besoin comme la ROC Espoir, où il y avait besoin d'avoir juste une zone de transit, oui, pas de souci. Mais par contre, si une asso nous dit j'ai besoin de la scène, j'ai besoin de la cuisine, là non. Donc même consigne que jusque-là, jusqu'en décembre, les assos qu'on a besoin, et elles savent nous le faire, elles nous contactent, et on les rencontre, on échange avec elles, et si c'est possible, mais on n'ouvrira pas comme ça à tout le monde. Donc sur cette mission complémentaire, donc l'objectif c'est bien de valider la réalisation d'une mission complémentaire pour l'opération de rénovation thermique du groupe scolaire Jacques Prévert, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de signer un contrat de maîtrise d'œuvre sur PL/2, maître d'œuvre de l'opération. Donc là, on est bien sur la mission complémentaire de PL/2. On n'est pas sur le montant des travaux, parce qu'il y aura forcément une autre délibération à prendre sur les travaux, le montant des travaux. Là, c'est vraiment, on confie à PL/2 le travail pour encadrer cette ultime rénovation. Donc sur cette validation, sur l'inscription au budget des crédits correspondants et sur l'autorisation à signer un contrat de maîtrise d'œuvre avec PL/2, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Paul sur plusieurs points qui concernent le personnel communal. Oui. Donc, dans un premier temps, la création d'emplois non permanents pour accroissement d'activité. Donc, comme tous les ans, nous sollicitons le conseil municipal pour créer plusieurs emplois non permanents pour d'éventuels besoins temporaires pour assurer un accroissement d'activité. Donc, il y a 6 emplois pour le service périscolaire, 5 emplois pour les services techniques et 1 emploi pour le service administratif, sachant que ces emplois ne seront peut-être pas pourvus, mais c'est vraiment au cas où il y aurait des besoins. Voilà. Est-ce qu'on délibère pour chaque point? Oui, sans doute. Maxime, après, on peut tout passer ou comme c'est mieux de le faire point par point? Sauf s'il y a des observations.
Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on fasse, à ce que Paul présente tous les points et qu'on délibère en une fois? Je parle pour les postes là. Oui. Non. Bon. Je continue. Ensuite, donc c'est pour une modification des modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps. Donc la commune de Menrock a institué un compte épargne-temps en 2016 et une nouvelle délibération est nécessaire puisqu'il y a une modification des montants d'indemnisation. Donc, pour présenter succinctement les règles de fonctionnement d'un compte épargne-temps. Donc, ce compte épargne-temps peut être alimenté avant la fin de chaque année civile sur demande écrite d'un agent pour épargner des congés annuels ou des jours de RTT qui n'auraient pas été pris au cours de l'année. Sachant que pour les congés annuels, il faut quand même un minimum de 20 jours à prendre. Concernant l'utilisation du compte épargne-temps, l'agent peut utiliser tout ou partie de son compte épargne dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. Par contre, il y a un plafond pour ce compte épargne-temps de 15 jours. Si le compte épargne, l'agent ne peut solliciter que la monétisation de son compte épargne-temps pour les jours à partir du 16e jour du compte épargne-temps. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà. Donc, à partir du 16e jour, donc l'agent peut soit maintenir ces jours sur le compte épargne-temps, soit demander leur monétisation. Et donc, en fonction de la catégorie, le montant de la monétisation a été modifié. Et donc, on a 150 € bruts par jour pour la catégorie A, 100 € bruts pour la catégorie B et 83 € pour la catégorie C. Et dernier point, c'est les titres restaurants. Donc nous vous sollicitons pour modifier la valeur du titre restaurant qui était jusqu'à aujourd'hui à 6 € et nous demandons une augmentation suite à un avis favorable de la Commission Affaires Générales, une augmentation à la hauteur de 8 €, sachant que la collectivité participe à hauteur de 50%, c'est-à-dire 4 €. Donc, un agent qui travaille à temps complet a droit à 18 titres restaurants par mois. Voilà. Merci Paul. Est-ce que sur ces différents points, vous avez... alors vous voyez les deux, donc le compte épargne-temps et puis pour le titre restaurant, c'est aussi une manière de booster un peu le pouvoir d'achat de nos agents. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours un petit plus. Là, le titre restaurant n'avait pas été bougé depuis 2017. Ouais, donc il était temps de suivre un peu l'inflation. Donc c'est aussi l'idée d'accompagner un peu mieux nos agents. Donc voilà, l'idée, hein, c'est un petit coup de pouce. Par les temps qui courent, c'est vrai que c'est pas anodin. Hein, voilà. Et donc voilà, je ne sais pas si tout est clair. Le CET, le ticket restaurant et puis le premier point sur le tableau, modification, l'accroissement temporaire d'activité, hein, qui est là aussi, hein, c'est classique, annuel. Hein, chaque année, on doit délibérer pour autoriser un accroissement temporaire d'activité au cas où. Voilà, c'est des délibérations assez classiques. Donc s'il n'y a pas d'observation, de questions, je vais mettre les 3 points en voie. Est-ce qu'il y a des abstentions
des oppositions? Je vous remercie. Et enfin, je crois que c'est le dernier point. Je vais laisser François-Xavier terminer les points réglementaires sur une subvention exceptionnelle accordée à l'école Anne Boivent. Oui, demandée. Et peut-être accordée. L'école Anne Boivent nous a sollicité une demande de subvention informatique pour l'année scolaire 2023-2024. Cette demande est passée en commission affaires scolaires courant décembre. Celle-ci a donné un avis favorable et vous propose une aide à hauteur de 2 200 € hors taxe. Les élus de la commission affaires scolaires rappellent que cette subvention est facultative, que l'article L442-16 du Code de l'éducation prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de participer à l'acquisition de matériel informatique complémentaire par les établissements d'enseignement privé sous contrat, que cette demande doit être formulée avant le 30 novembre pour l'année en cours pour le budget, que la participation sera versée sur présentation de justificatif d'achat, ce que nous avons déjà eu. Je redonne la parole à Thomas pour passer cette demande au vote. Merci François-Xavier. Donc, voilà. Tu as très bien rappelé les modalités. Et donc là, l'objectif, c'est d'accorder cette subvention exceptionnelle de 2 200 € à l'école Anne Boivent pour du matériel informatique. Est-ce que sur cette subvention, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Voilà, on a fini l'ordre du jour. 3 points d'information. Hein. Le premier, je voulais vous remercier pour les vœux de la commune. Donc voilà, les élus qui étaient présents et qui ont donné un coup de main, ainsi que les services techniques et services administratifs qui ont animé. C'est un moment important pour la commune et c'est vrai que quand tout se déroule sans accroc, voilà, c'est très bien. Donc voilà, merci à tous les élus, et notamment pour le service, parce que vous avez vu l'attrait des galettes des rois. Il y a eu du monde à déguster nos galettes des rois. Donc je tenais à vous remercier pour ces vœux. Et effectivement, tu as raison, nous avions à cœur de faire travailler le commerce local et les galettes des rois proviennent des 3 boulangeries. Donc voilà, on a fait vraiment marché local. Alors ça a été un peu logistique pour aller chercher dans les 3 boulangeries, mais c'était bien. Je vous rappelle que le 17 janvier, donc mercredi prochain, pour ceux qui le souhaitent, il y a les vœux de la communauté des communes à Saint-Germain-en-Cogle à 18h30. Donc voilà, celles et ceux qui veulent y aller, vous allez être cordialement invités. Et un dernier point, autre rendez-vous, c'est demain. On a la remise des dons qui ont été offerts pour Octobre Rose. Donc on va les remettre à Eugène Marquis et à l'association Cénopole. Donc on est à un total de... Vas-y Pascal, annonce. Donc nous sommes à un total de 7 085 € de bénéfices qui seront remis équitablement aux 2 associations, soit 3 542,50 € par bénéficiaire. Merci Pascal. Donc voilà, ça permettait de clôturer, puis on va recevoir les associations, donc ça permet de leur remettre officiellement ce don. C'est un moment important. Voilà, on a fait le tour, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et pour les élus, ne partez pas tout de suite, j'ai une autre annonce à faire après l'interruption. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde et au prochain conseil municipal.